Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit chaque semaine un responsable d'une entreprise IT présente en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean Varaldi, qui est directeur général de Qualcomm France. Jean Varaldi, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité de la semaine passée ou des semaines passées, qui a retenu votre attention et qui est liée, je dirais, de près ou de loin à notre environnement technologique habituel. Alors l'actualité est riche dans notre domaine, l'innovation est perpétuelle et donc l'actualité qui va avec aussi bien évidemment. Une actualité que j'ai décidé d'évoquer avec vous, qui est en lien avec l'Europe, donc les élections vont avoir lieu prochainement, et qui est en lien aussi bien sûr avec notre activité, est une recommandation qui a été faite par le Parlement européen et qui a suivi la recommandation de la Commission européenne sur le choix de la technologie qui équipera les véhicules pour se connecter entre eux. Ce qu'on appelle la communication de véhicule à véhicule. Et le Parlement européen a opté pour une technologie à base de Wi-Fi, sachant que le choix à faire était entre une technologie dite Wi-Fi ou une technologie dite 5G. Donc à notre regret, le Parlement européen a souhaité une technologie type Wi-Fi qui nous paraît incongrue au moment où le monde entier se tourne vers la 5G. Oui. Au moment où les Chinois eux-mêmes, qui ont fait une décision de ce type récemment, ont opté pour la 5G, et au moment où les États-Unis, qui avaient fait le choix du Wi-Fi il y a 2 ans de ça, sont en train de revoir leur copie pour aller vers le 5G. Donc il nous semble qu'il aurait été pertinent et judicieux et visionnaire de la part du Parlement européen d'opter pour une technologie. Alors si les Américains l'ont fait, peut-être que les Européens le feront, mais enfin ça on verra bien. C'est un peu étonnant parce que si les parlementaires européens ou quelques-uns d'entre eux étaient allés au Mobile World Congress, ils auraient peut-être vu que la 5G, ça y est, ça a démarré. Enfin c'est plus dans les cartons, on commence avec des réalisations tout à fait concrètes. Donc c'est un peu anachronique comme décision. Ça nous semble aussi effectivement un peu anachronique. Alors effectivement, la 5G s'est énormément accélérée en l'espace de 2 ans. Il y a quelques années, la 5G paraissait de la science-fiction. Mais l'évolution de la société, les enjeux économiques et les investissements au niveau planétaire ont fait que la 5G le calendrier de la 5G a été accéléré grandement. Effectivement, on va reparler de la 5G parce que vous êtes en plein dans ce domaine, mais la 5G, comme d'autres technologies, en fait, on perçoit souvent comme, en gros, ça permettra d'être plus performant, d'aller plus vite, de faire mieux, mais finalement, la différence, c'est que ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est un peu ça la différence. Il y a vraiment des effets de seuil. C'est pas seulement de plus de quelque chose, mais des effets de seuil qui fait que la 5G va ouvrir de nouvelles applications qu'on ne pouvait pas envisager précédemment. Absolument, absolument. Donc en fait, la 5G, comme certains le disent très bien, la 5G est à la fois une évolution et une révolution. Absolument. C'est une évolution en ce sens qu'elle va permettre de continuer les cas d'usage que l'on connaît aujourd'hui, mais à une échelle plus importante. Et puis, ça va être à la fois aussi une révolution, car il y a un certain nombre d'éléments, de caractéristiques technologiques qui vont permettre des usages dont on ignore probablement encore les tenants et aboutissants. Alors quand on dit ça, quand on dit mais on ne connaît pas encore les usages, ça peut faire peur aux gens. Mais ça a toujours été le cas. Ça a été le cas avec la 4G, ça a été le cas avec la 3G, ou ça a été le cas même il y a plus longtemps que ça. À titre d'exemple, personne ne pouvait imaginer, quand on parlait de 3G ou de 4G, que ces technologies-là allaient révolutionner l'industrie des taxis. Ou que ce type de technologie allait révolutionner même la façon dont vous payez votre parc-mètre. Et des exemples comme ça, il y en a une multitude. Donc on peut très bien imaginer qu'avec les caractéristiques de la 5G, en termes de débit, en termes de latence, en termes, enfin, un certain nombre d'autres choses, des usages dont on ignore absolument aujourd'hui ce qu'ils pourront être, vont émerger. Alors, on est déjà un peu rentré dans le vif du sujet, enfin de ce qui vous intéresse, vous, directement Qualcomm. Je pense que
nos auditeurs connaissent Qualcomm, mais plus en tant qu'utilisateur personnel qu'en tant que responsable informatique dans les entreprises. Ils ont certainement un portable qui a un processeur Qualcomm dedans, mais en tout cas, ils ne vous connaissent pas, je dirais, dans leur activité professionnelle. Donc, peut-être pour planter le décor, dire un peu qui vous êtes. Donc, en 2 mots, vous avez été créé en 85, donc c'est relativement récent comme une start-up. Vous étiez des premiers développements dans les technologies CDMA, qu'on utilise dans les différentes générations. Vous avez un modèle fabless, donc comme ARM, c'est-à-dire qu'en gros vous développez mais vous ne fabriquez pas, et vous êtes principalement concentré sur l'industrie du mobile. Ce qui n'empêche pas, et on aura peut-être l'occasion de parler, que vous avez des projets connexes. Et avec un élément complémentaire une introduction en bourse en 91, donc assez rapidement, aujourd'hui on a plutôt tendance, les startups ont plutôt tendance à différer. Là c'était assez rapide parce que c'est une autre époque. Donc est-ce que ça c'est une photographie assez fidèle de qui vous êtes? Absolument, absolument. Donc vous avez dit, créé en 1985, mais plus important aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes un groupe de 35 000 employés. Nous sommes un groupe qui fait environ 25 milliards de chiffre d'affaires, 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Nous sommes un groupe qui détenons environ 130 000 brevets liés au mobile et aux choses annexes. Vous dites que nous sommes faiblesses, effectivement nous sommes faiblesses. Nous avons des partenaires qui produisent nos produits qui sont des composants électroniques. On est dans le secteur du semi-conducteur. Mais pour vous donner une dimension, un chiffre qui donne une perspective de la dimension de la société, l'année dernière, nous avons fait produire pour équiper l'équivalent de 700 millions, plus de 700 millions de smartphones à l'échelle planétaire. Donc c'est quasiment 50%. C'est un peu plus de 50% absolument du marché mondial, absolument. Donc voilà, en quelques mots. Mais ça, c'est sur les chiffres et les faits de Qualcomm. Ensuite, dans la philosophie de Qualcomm, Qualcomm est une société qui est portée sur l'innovation. Notre activité, ce qui génère notre activité, c'est d'être toujours sur les dernières technologies et d'améliorer ces dernières technologies pour offrir toujours le meilleur de ce que l'on peut faire. C'est la raison pour laquelle Qualcomm a été leader au moment de la 3G, au moment de la 4G, et nous sommes encore aujourd'hui leader au moment de la 5G. Alors dans vos documents de communication, vous dites pionnier dans la 3G et la 4G et leader dans la 5G. Alors effectivement, il y a un élément d'actualité puisque Intel vient de jeter l'éponge, si je puis dire, donc il ne reste plus grand monde, et parmi ces plus grands mondes, il y a Qualcomm qui est largement en tête. Donc justement pour faire la transition sur la 5G, qui n'est pas encore, je dirais, le gros de vos revenus, mais qui le sera vraisemblablement demain, est-ce que 5G mobile, c'est aujourd'hui, je dirais, ça concentre tous vos efforts et toutes vos préoccupations? Alors, pour parler d'innovation, un dernier chiffre qui donne aussi une indication de la société, c'est au cours des 20 à 25 dernières années, Qualcomm, c'est 55 milliards de chiffres d'investissement en R&D. Et ces 55 milliards de R&D cumulés, on va dire, a amené aujourd'hui à la 5G. Donc oui, effectivement, on est sur un cycle qui a été vertueux pendant plus de 30 ans, où les revenus actuels permettent d'investir sur les revenus qui seront ceux de demain, sur la technologie de demain ou d'après-demain. Donc la 5G aujourd'hui, elle devient réelle, elle se concrétise aujourd'hui. Vous voyez un certain nombre d'expérimentations de plusieurs opérateurs, de lancement de la 5G dans plusieurs pays du monde. La Corée du Sud, au niveau national. La Corée, il y a quelques semaines, les États-Unis aussi. Plus proche de nous, en Suisse, c'était il y a une quinzaine de jours, qui ont fait leur lancement commercial. Et il y a des annonces à venir toutes les semaines, entre maintenant et le mois de juin, sur des expérimentations plus ou moins importantes, soit qui débutent, soit qui vont débuter dans les semaines à venir. Mais donc ces revenus de la 5G aujourd'hui, en fait, c'est le fruit d'investissements qui ont commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Et en fait, Qualcomm, effectivement, a énormément travaillé à chaque génération, 3G, 4G, aujourd'hui 5G, en amont, dans les labos de recherche, de développement, a été un des premiers contributeurs dans les organismes de standardisation pour créer la technologie et puis surtout en faire un écosystème qui soit, on va dire, d'un point de vue économique, intéressant. Et alors, est-ce que, justement, quand on dit 5G mobile, est-ce que là, on a défini
quasiment la totalité de votre activité, ou est-ce qu'il n'y a pas des marchés connexes qui vous intéressent et qui pourraient concerner, je dirais, nos lecteurs ou nos auditeurs? Alors, je ne parlerai pas de 3G, 4G ou 5G, là, je vais parler du mobile. Effectivement, les gènes de Qualcomm a été de travailler sur le monde du mobile. Et quand on réfléchit, en fait, un mobile intègre un certain nombre de briques technologiques qu'on peut réutiliser sur un certain nombre d'autres domaines. Le smartphone que vous avez dans votre poche est un condensé de technologies dont les caractéristiques sont pertinentes sur d'autres domaines. Les smartphones, ce sont des produits qui sont donc connectés par définition. Ce sont des produits qui ont une faible consommation. Ce sont des produits aussi qui vont intégrer de la localisation avec un GPS. Ce sont des produits qui vont intégrer un certain nombre de fonctions dites multimédia, avec des fonctions audio, vidéo, avec un appareil photo extraordinaire, et ainsi de suite. Et en fait, la philosophie de Qualcomm, c'est de dire on a développé toutes ces briques technologiques, et toutes ces briques technologiques, finalement, elles peuvent être adressées à d'autres domaines. Je prends un exemple, par exemple, l'automobile. Dans l'automobile, vous allez avoir besoin d'avoir des solutions qui vont devoir aussi être très performantes, qui vont devoir aussi être connectées, évidemment. Donc en fait, on peut imaginer la voiture comme un smartphone avec des roulettes. Donc j'exagère un petit peu, mais on peut imaginer ça comme ça. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. L'ordinateur, un PC. Un PC, finalement, qu'est-ce que c'est un PC? C'est un appareil avec un grand écran qui vous permet la plupart du temps de communiquer, d'aller sur Internet, de produire des informations et de les échanger. Et ben aujourd'hui, un smartphone haut de gamme, il est suffisamment puissant pour reprendre toutes les caractéristiques d'un PC. À tel point qu'aujourd'hui, effectivement, on développe des PC, les PC que vous connaissez, celui sur lequel tourne Windows, mais sur nos composants. Ce sont des produits qu'on appelle des Always Connected PC. Et ce sont des PC qui, comme votre smartphone, sont toujours connectés, sont toujours allumés, sont toujours synchronisés. Ils peuvent utiliser au mieux toutes les caractéristiques, on va dire, du cloud qui se répandent aujourd'hui, avec une connectivité qui est ce qui se fait. Mais est-ce que vous pensez que ça restera, on prend le cas des PC, ouais, mais on en prendra peut-être d'autres ailleurs, mais est-ce que vous pensez que ça restera un marché de niche, si je puis dire, pour des applications spécifiques, ou est-ce que vous avez des ambitions, finalement, à devenir un des standards dans ce domaine-là? Nous, il nous semble qu'un PC qui aurait des caractéristiques de faible consommation ou une autonomie très importante. C'est un des problèmes des portables. Il nous semble qu'un PC qui serait connecté de façon permanente à son cloud et puis à Internet, qu'un PC qui soit sécurisé grâce aux technologies cellulaires et non qui se connectent sur des réseaux Wi-Fi publics qui peuvent être plus ou moins sécurisés. Il nous semble que ces caractéristiques-là, elles sont essentielles. Et elles vont être largement demandées, on va dire, par les individus, mais aussi, surtout, par les entreprises. Donc il nous semble que c'est une évolution qui, après, le débat il peut être sur le temps. Est-ce que ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Mais ce sont des caractéristiques qui nous semblent être particulièrement attendues par. Vous avez déjà des exemples d'entreprises qui ont changé leur flotte de PC, ou enfin de portables, ou alors peut-être de tablettes d'ailleurs, mais de portables. Alors il y a un certain nombre de produits qui existent. Hein. On a des constructeurs de PC de type HP, Asus, oui, ça c'est l'offre, mais du côté de la demande, il y a des gens qui ont. Alors c'est des dynamiques qui sont un petit peu plus longues à prendre en compte, évidemment, hein, et puis parce qu'il y a des applications très spécifiques, professionnelles, dont il faut assurer la compatibilité sur des architectures type ARM et non x86. Donc il y a un certain nombre d'activités de travail à faire au niveau logiciel et applicatif. Il y a un certain nombre d'éléments sur la partie sécurité aussi à vérifier. Mais tout ça est en cours. On travaille avec tous les grands éditeurs logiciels pour assurer que leurs solutions soient optimisées pour bénéficier de ces caractéristiques. Donc le marché des PC n'est pas figé comme on pourrait le penser. Il va être amené à évoluer. Absolument. Est-ce qu'il y a un autre domaine aussi que la 5G va révolutionner, c'est l'Internet des objets. Vous avez développé les caractéristiques de la 5G. Alors il y a d'autres solutions. Hein. Sigfox en particulier propose des solutions de télécom basse consommation, mais la 5G, elle, pourra couvrir
couvrir, elle couvre déjà. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme développement dans ce domaine? Est-ce que vous avez des cas d'usage dont vous pourriez nous faire part? Alors, la 5G, en fait, c'est un acronyme qui regroupe un ensemble de choses très, très variées. Et en fait, la 5G a été définie et pensée pour ça. Un des points faibles de la 3G ou de la 4G, quand elle a été définie, donc il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était que ces technologies-là avaient été définies justement pour des cas d'usage qui étaient pressentis. Et lorsque l'on a créé, développé ou défini la 5G, elle a été définie pour offrir le maximum de flexibilité. Donc la 5G, il faut voir la 5G comme une boîte à outils qui permet de couvrir des caractéristiques très variées selon les usages qui vont se développer. Et c'est pour ça qu'on entend parler de 5G dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la réalité augmentée, de l'automobile, des smartphones, voilà, parce qu'il y a toujours une variante de la 5G qui va pouvoir s'appliquer à toutes différentes verticales ou différentes. Donc, alors l'IoT au sens, l'IoT c'est aussi un terme très très générique. On peut parler d'objets qui nécessitent très peu de connectivité à faible consommation, jusqu'à des produits qui sont au contraire qui nécessitent des débits très élevés avec des latences très faibles pour des usages encore différents. Et la 5G, quand on associe beaucoup l'IoT à la 5G, c'est parce que en fait la 5G va permettre un éventail très très large de caractéristiques qui vont pouvoir couvrir tous les cas d'usage qui vont pouvoir émerger. Vous avez un ou deux cas d'usage sur lesquels vous... Un dont on parle très souvent, c'est toute la partie qu'on appelle XR. Donc XR, c'est pour tout ce qui est AR, réalité augmentée ou réalité virtuelle. Là, c'est un domaine qui est tout nouveau, qui est en pleine ébullition. Tous les jours, je vois de nouvelles applications. Tous les jours, il y a des démos qui sont faites avec des tas de produits différents. Donc, il y a les produits que l'on connaît avec les gros casques. Donc, ça, c'est, on va dire, ce qui est de plus abouti à ce jour. Il y a d'autres produits qui arrivent avec des lunettes beaucoup plus fines, à peine plus larges que les miennes. L'intérêt, c'est que ce type de lunettes est beaucoup plus facile à porter dans des conditions normales. Et pourquoi on arrive à faire des lunettes aussi petites de réalité augmentée? C'est parce qu'en fait, le traitement, il est déporté sur votre smartphone. Donc imaginez ces lunettes-là avec un câble ou connecté sans fil à votre smartphone, et c'est votre smartphone en fait qui fait tout le traitement. Vous portez sur les lunettes uniquement la partie... des Google Glass qui fonctionnent, quoi, on va dire. Voilà, mais il y en a de plus en plus et qui s'appuient sur les caractéristiques de votre smartphone. Pour conclure cet entretien, en fait, si on regarde les 2-3 années passées, je dirais que vous avez eu une histoire qui a été assez chahutée, si je puis dire. Il y a eu l'affaire, le rachat de NXP, qui a été censuré par les Chinois, donc ça a été mis à la poubelle. Il y a eu l'OPA de Broadcom sur vous-même, une première offre, une deuxième offre, et puis Donald Trump qui dit non, j'en veux pas, donc ça a été jeté à la poubelle. Il y a eu le différend avec Apple, donc qui s'est soldé très récemment, donc ça c'était, je pense, une bonne nouvelle, mais qui vous a coûté quand même un certain... à la fois des ressources et puis des efforts. Donc je dirais que tout ça semble soldé. Est-ce que la page est tournée? Et puis il y a Intel aussi, donc, comme on disait tout à l'heure, qui a acheté l'éponge dans le domaine du mobile. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Est-ce que là, je dirais que tout ça est derrière vous maintenant et vous allez pouvoir vous reconsacrer à 100% sur, je dirais, le développement et l'innovation, comme vous veniez de le dire? Alors absolument, absolument. Deux choses. Dieu merci, Qualcomm a su faire la part des choses. Et d'un côté, traiter tous ces aspects-là, tous les aspects que vous avez évoqués d'une certaine façon, et d'un autre côté, bien protéger, on va dire, nos équipes de développement, nos équipes de recherche, de développement, à travailler. Beaucoup de sociétés auraient eu du mal à isoler les deux sujets séparément et auraient certainement eu des conséquences sur leur exécution au quotidien.
Qualcomm a su faire un travail, j'en suis très impressionné, a su vraiment dissocier les choses, laisser les équipes de développement travailler, faire leur travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous dites, on est leader en 5G et que tous les produits 5G que vous voyez apparaître sur le marché, la majorité d'entre eux sont équipés de Qualcomm. Et les avocats de l'autre côté, les avocats de l'autre côté ont fait leur travail. Okay. Tous les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure, ils sont tous liés entre eux. Ils sont tous les conséquences et les causes des uns des autres. En fait, ce qui s'est passé à l'origine, c'est que Qualcomm a deux activités principales. L'activité qui est la production de chipsets, donc c'est notre activité, on va dire, produit. Et puis la deuxième activité qui est une activité, on va dire, de valorisation de notre propriété intellectuelle. Voilà. On a eu un différend très important avec Apple sur la valorisation de cette propriété intellectuelle. Comme le monde de la finance a horreur des différends et des doutes et des points en suspens, notre cours de bourse a été affecté par cet inconnu. Le fait que notre cours de bourse a été, on va dire, sous-valorisé, ça a généré des appétits d'autres. Voilà. En plus de tout ça, il y a eu une guerre, on va dire, sino-américaine très importante qui a en fait ajouté un élément à ça. Et pourquoi, vous avez dit tout à l'heure, c'est monté jusqu'à Donald Trump, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie du mobile, c'est un élément essentiel de l'industrie, mais c'est un élément aussi essentiel de la sécurité. Aujourd'hui, le monde est digital, le monde est mobile. Et garder des champions de ce domaine-là sous pavillon américain, c'était essentiel pour les Américains. Voilà, donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus propres et dans l'intérêt de tout le monde. La situation de Qualcomm s'est améliorée, la situation de Apple est aujourd'hui plus claire aussi, parce que aussi il y avait un certain nombre de points d'interrogation qui n'étaient pas forcément souhaitables. La situation de Intel est aussi claire parce que leur activité précédente n'était pas forcément pérenne telle qu'elle était. Donc aujourd'hui, tous les groupes américains en sortent grandis. Puis apparemment, les marchés financiers ont accueilli tout ça comme une bonne nouvelle, puisque le cours de la bourse a pratiquement retrouvé le niveau qu'il avait dans la période folle de l'implosion de la bulle Internet. Donc maintenant, pour qu'on ait l'idée de racheter Qualcomm, il faudra avoir une bourse très substantielle. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Qualcomm dépasse les 100 milliards. Voilà, c'est plus de 100 milliards. Il y a 15 jours, on était à 60 milliards, un peu moins même, parce qu'effectivement, notre cours de bourse était très largement sous-valorisé du fait de ces inconnus. Très bien, mais écoutez, Jean Varaldi, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous remercie. Merci. Merci, au revoir.